remercier bien sûr le VTP, Monsieur le Président, de nous accueillir ici, de m'accueillir, de m'avoir proposé de venir m'exprimer et de raconter un peu mon histoire et comment on en est là, et de nous accueillir sur une préparation qui est neige échalée. C'est sympa. C'est vrai que c'est tout de suite très agréable et ça correspond tout à fait à la candidature que nous avons levée. Je vais répondre un peu de façon différente, j'ai sorti mon papier, sur ce que vous avez demandé aux athlètes tout à l'heure. Je tiens à saluer Pierre et Alizé. Pierre, tu t'es bien remis apparemment de ton choc la semaine dernière en vélo, et donc tu vas mieux, tant mieux. Et Alizé, on voit quand tu tiens ton micro, tu as l'anneau des Jeux Olympiques au doigt, et donc manifestement ça laisse des traces. Hein. Et c'est vrai que l'aventure olympique est essentielle. Je soutiens, vous nous soutenez dans cette aventure des Jeux Olympiques, merci depuis le départ, et je soutiens avec la région les champions du Sud que vous avez interviewés tout à l'heure et qui sont des athlètes tout à fait remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour moi, ma part de rêve, c'est globalement assez simple. Je suis un enfant de la vallée de Dubaï, je voulais être médecin aux choses. J'ai grandi sous l'autorité de mon maître en ski, qui était monsieur Merle, le père de Carole Merle, qui a ramené 8 globes. Je skiais au groupe sportif Sauce Barcelonnette, et au fil du temps, j'ai vu le lycée se fermer, j'ai vu le ski-études se fermer, et j'ai vu tous les athlètes monter vers le nord. Et puis, parallèlement à ça, je me suis dit, donc c'était ma carrière. Puis finalement, je fais de la politique. Mais pour autant, j'ai toujours suivi Killy, j'ai suivi Albertville, j'ai regardé ces très grands sportifs qui nous ont ramené des médailles, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait briller. Et j'ai vu aussi que l'organisation des Jeux Olympiques apportait quand même une évolution conséquente dans les Alpes du Nord. Et ils ont eu l'intelligence de les avoir 3 fois, ce qui leur donne des infrastructures routières, autoroutières et techniques tout à fait remarquables que nous n'avons pas. À ce moment-là, j'étais parlementaire et je tiens à saluer les 2 parlementaires ici présents, monsieur le sénateur qui a voté la loi sur le Parlement au Sénat, madame la députée qui m'a auditionné avec les membres de l'Assemblée pour la loi parlementaire qui doit passer le ou plus tôt en fonction des difficultés que l'on rencontre au niveau national, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, merci pour votre soutien permanent dans cette démarche, et la loi qui a été votée par le Sénat est tout à fait adaptée à nos besoins, et je vous en remercie. Jeune parlementaire, j'étais rapporteur du budget de la jeunesse et des sports avec Michel Alliot-Marie, j'étais allé à Lillehammer et j'avais vu ces Jeux de Lillehammer qui correspondaient parfaitement à ce que nous pouvions faire dans les Alpes du Sud. Et donc, je rêvais de ça. Et puis, j'ai vu Sochi, j'ai vu Pékin, et je me suis dit, mais là, quand même, on est passé dans une autre dimension. Il y a une compétition chez ces grands dictateurs qui nous dépensent beaucoup d'argent, qui massacrent les montagnes, et on ne pourra jamais jouer dans cette compétition et cette catégorie. En tout cas, ce n'est pas mon désir, ni mon vœu, ni mes choix. Et puis, nous avons organisé, avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le premier budget vert d'Europe, l'aménagement du territoire, qui permet d'avoir une projection sur l'avenir qui nous permet de respecter notre environnement. Notre environnement étant assez complexe, puisque 3 départements sont des départements alpins, les autres ne sont donc pas alpins. 60% du territoire, c'est un territoire alpin, et 70% de la population est en littoral. Ce qui entraîne mécaniquement un sentiment d'abandon des Alpes, que ce soit les Hautes-Alpes, dans les Hautes-Provence et ou le nord des Alpes-Maritimes, qui fait en sorte qu'au fil du temps, l'État, les politiques, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas aménagé ces territoires. Ils l'ont abandonné. Abandonné sur ces routes, sur ces autoroutes, sur ces transports, sur tout. Et voilà, c'était comme ça. Quand j'étais réélu, j'étais en discussion, et tu l'as rappelé, Pierre, Benoît, avec notre ami Passeron, qui est ici, que j'ai croisé tout à l'heure. Et je me suis dit qu'après tout, finalement, on pouvait revenir à des Jeux Olympiques de taille humaine, à un coût pas cher, avec un réaménagement de notre territoire. Passeron me dit, écoute, fais-le, propose-le, on a la place. Je regarde, et effectivement, Pierre, tu as raison, on avait, rien qu'en France, Pelvoux, Annecy et Nice, qui candidataient à ce moment-là. Et donc, l'idée était, de la part des acteurs de la région, avec les élus qui m'accompagnent, que ce soit Chantal ou que ce soit Agnès Roussy, on se retrouve dans une situation où on s'est dit, finalement, est-ce que nous avons la capacité de l'organiser, de candidater? Nous avons travaillé sur notre projet alpin, on a fait des études sur ce qu'on appelle Clean Snow, puisqu'il y a un débat permanent, est-ce qu'il y a de la neige, il n'y a pas de neige, et un réchauffement climatique est indéniable, alors à quel moment on peut continuer? Et puis, après cette
cette analyse qui a été faite jusqu'en 2050, nous savons que nous avons de la neige dans nos Alpes. Bien sûr, plus nous sommes bas, moins il y en a, plus on est au sud, plus moins il y en a, enfin sur les volets versants, et on a station par station, altitude par altitude, et piste par piste, une étude qui est assez simple, qui est à votre disposition pour ceux qui le souhaitent, mais qui prouve qu'on a de la neige, et qu'on aura de la neige. Voilà. En tout cas jusqu'en 2050, puisque l'étude c'est là. Ce qui me permet de faire en sorte, en tant qu'aménageur du territoire dans la fonction de président de région, de discuter aussi avec l'État et avec les collectivités pour dire mais toi tu es quand même un peu bas, quelle est ta stratégie pour plus tard, parce qu'on ne pourra pas te payer tes canons à neige, parce qu'on ne pourra pas trop faire tes stations de ski, parce qu'il y a une évolution obligatoire de ta station, et d'avoir une évolution ici qui est plus ou moins quand même carrément vraiment scientifique, pilotée par le GIEC et qui nous donne une stratégie montagne assez intéressante. À partir de là, j'ai décidé. En janvier 22, lors de mes vœux, devant mes amis, Arnaud était là, d'autres aussi d'ailleurs, parce que beaucoup sont mes amis ici dans ces montagnes, j'ai dit, bon écoutez, on va candidater pour avoir les Jeux d'hiver 2030. Non, excusez-moi, on va candidater pour avoir les Jeux d'hiver. Je ne peux pas dire que la salle soit très heureuse de cette demande. Alors comme ce sont plutôt mes amis, ils m'ont applaudi, ils ont souri, ils ont dit toujours, il est toujours un peu dingue quand même le garçon. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Nous avons donc préparé notre dossier avec la totalité avec un principe qui est un peu nouveau pour le CIO et qui est très important pour la suite et qui est très important pour notre avenir, c'est qu'au lieu d'avoir une station, c'est un massif alpin. Et donc on a présenté le massif alpin des 3 départements alpins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a eu le soutien tout de suite du président de la République, et je tiens à le remercier, M. Macron. Nous sommes allés discuter au CIO, et quand nous sommes arrivés au CIO, pour présenter le dossier, qui a été présenté par les services de la région et qui a globalement pas coûté très cher, puisque c'est moins de 50 000 € pour tous ceux qui dépensent de l'argent tout le temps. Je rappelle ce qu'on a dépensé nous pour avoir les Jeux. Et donc on a présenté ce dossier. En présentant ce dossier, le patron du CIO, en l'occurrence Christophe Duby, qui est celui qui s'occupe des Jeux autour de à côté de M. Barre, nous dit non, je vous pose la question en disant est-ce que c'est pour 34 ou pour 38, parce qu'il y a à l'intérieur du CIO, et c'est Passereau qui m'avait bien rappelé cet état-là, il y a des forces intercontinentales qui font, c'est le tour des Américains, c'est le tour de l'Asie, c'est le tour de l'Europe, la tour de rôle, et donc il y a un partage là-dedans dans les rapports de forces olympiques qui doivent être traités. Je lui dis 34 ou 38. Et à ce moment-là, il me répond est-ce que tu peux être prêt pour 2030? Globalement, on n'avait rien quand même. Hein. Et donc, moi j'ai dit oui. Moi je suis prêt. Moi je suis prêt. Bon. Il me dit, mais pour le tremplin, bon, on s'entendra avec les voisins. Et pour le gob, nous entendrons avec les voisins. Et à ce moment-là, Duby me dit, il faut que tu t'entendes avec Laurent Wauquiez, parce que les Alpes du Nord viennent de présenter une demande, et nous, ça nous arrange 2030. Je dis, mais pourquoi 2030? Puisque normalement, c'est Salt Lake City, et que c'est autour des Américains, et à ce moment-là, ils nous répondent, oui, mais la difficulté que nous rencontrons, c'est bizarre d'ailleurs qu'ils se rencontrent aussi tard, nous avons Los Angeles en 2028, après Paris 2024, et nous avons 2030 les Jeux Olympiques, et nous ne voulons pas les laisser aux Américains sur les Jeux d'hiver et d'été pendant la même période, donc nous voulons changer. Très bien. À ce moment-là, arrivent en piste les Suédois, les Suisses, et nous. Avec Laurent, on se retrouve autour d'une table. Laurent fait partie de la même famille politique que moi, puisque j'étais LR à l'époque, et que nous avons eu quelques difficultés de tension locale, politique, et lui arrive et dit, ben, moi je les ai organisés 3 fois, donc je prends tout. La conversation commence difficilement. Et je lui dis, je suis parti le premier, c'est moi qui prends tout, je te laisse le reste. Il me dit, mais c'est quoi le reste? Je lui dis, ben, tiens le bob, tiens le tremplin, tu prends ça déjà. Voilà. Après rentre une discussion, et à ce moment-là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne absolument très vite, parce qu'il faut avoir une réponse en juillet 24 lors des Jeux de Paris, et donc il faut que le dossier soit bouclé en totalité en 23, ce qui veut dire qu'on a moins d'1 an pour partager, pour trouver les solutions, pour trouver les financements, pour organiser l'ensemble du dispositif, pour fédérer tout le monde. Et d'une situation où je pars seul en 22 à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille, on se retrouve aujourd'hui ici avec la totalité du monde sportif, du monde olympique, du monde économique mobilisé sur les Jeux, et ça c'est déjà un très gros succès.
Pourquoi ce succès fonctionne et finalement on va très vite, c'est que dès qu'on a un obstacle et que quelqu'un met une réserve, bon, on le contourne. Je voulais amener des sports dans la vallée du Bac, bien sûr, parce que c'est chez moi. J'ai eu toutes sortes de difficultés. J'ai dit, tu ne veux pas terminer à moi. On n'a pas le temps de traîner. Et donc, avec nos services, nos équipes, nos études, avec Laurent, c'est moto à la table, et on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut livrer d'ici 2030 ? Par exemple, moi, je faisais la descente ici, sur ce territoire de Serre-Chevalier, sauf qu'il fallait déplacer la benne. Bon. Quand on allait prendre de grenouilles pour trouver la roche de rame, pour déplacer la benne à Serre-Chevalier, je n'étais pas sûr de livrer en temps et en heure, quand même. Bon. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a dit, on fait la moitié des médailles pour le Nord, la moitié des médailles pour le Sud, et pas du tout 2/3 du Nord et un peu le reste pour le Sud. L'un prendra la cérémonie d'ouverture, l'autre prendra la cérémonie de clôture. Celui qui prend la cérémonie de clôture prendra mécaniquement le centre de presse. Et dans le cadre de l'organisation, comme eux, ils les ont eu 3 fois, toutes les infrastructures vont plutôt dans le sud, parce que nous, on est en retard sur la totalité des infrastructures. Cette discussion a duré moins d'une semaine. En une semaine, nous nous sommes partagés avec les fédérations et Laurent la totalité des sports. C'est la raison pour laquelle on vous présente aujourd'hui 4 villages olympiques, la totalité des sports répartis, et j'ai pris dans la discussion les sports additionnels qui seront dans le sud. Il y en aura entre 2 et 4, et on est en train de travailler dessus pour avancer. Moi, il en quoi d'une situation où un rêve d'enfant qui se transforme en président de région, qui connaît parfaitement le monde olympique et sportif, qui est l'aménageur du territoire, finit par entraîner la totalité de tout le monde, et je dis bien au secrétaire général, n'oubliez jamais de parler de la région. Hein. Parce que les Jeux olympiques, si on les a, c'est un peu grâce à moi. C'est un peu grâce à la région sud, qui paye la moitié des contrats de plan, qui paye la totalité des investissements, et qui soulage la totalité des communes, et qui n'endettera pas la région, puisque nous sommes engagés à un déficit de 50 millions d'euros, c'est tout. Donc, que tout le monde récupère les médailles, mais qu'on n'oublie pas m'en laisser une petite. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir le match par rapport au Nord. Et finalement, le massif alpin, et c'est la candidature des Alpes françaises dans sa globalité, je vous demande chaque fois de le rappeler. Nous représentons, nous, les Alpes du Sud, la moitié, enfin, on est le 2e domaine skiable français, mais avec les Alpes du Nord, on est le 1er domaine skiable au monde. Et si je repense ce qu'ont dit les sportifs tout à l'heure, on n'a vraiment aucune raison de ne pas être fier de ce que l'on est, de ce que l'on représente. Des Alpes-Maritimes aux Hautes-Alpes, on a tout ce qu'il faut. On a neige, les chalets, les champions. Voilà. Et c'est parce qu'on a osé le faire qu'aujourd'hui on va pouvoir avoir le train, c'est parce qu'aujourd'hui on a ça, qu'on a des moyens financiers qui sont importants et qui sont dédiés à cette opération. Et cette opération, elle n'est pas simplement pour réussir une opération de 15 jours ou de 3 semaines en février 2030, c'est la vision que nous devons avoir sur la construction de nos Alpes qui représentent 60% de la région pour savoir ce que ça va être en 2050. En tenant compte du réchauffement climatique, en tenant compte de l'évolution de nos sociétés, pour faire en sorte que nous prenons notre propre avenir en main, et vous avez montré dans les tableaux précédents que vous êtes tous volontaires par rapport même toutes les difficultés politiques que nous pouvons rencontrer, pour faire en sorte de se servir de cette magnifique et exceptionnelle occasion qui ne repassera pas avant un grand moment, pour aménager, pour avoir une vision de notre territoire dans le 2050. C'est ça ce que je vous demande. Pour ma part, je dois fédérer, nous devons fédérer, et nous devons collectivement être prêts pour chacun d'entre vous. L'avantage de cette histoire de 2030, c'est que c'est demain 2030. C'est pas 2050. C'est pas dans un moment où on ne pourra pas le voir. C'est nous qui allons être les propres artisans, non pas pour nos enfants, mais pour nous-mêmes, pour notre propre génération, de notre propre destin pour demain. Demain, c'est 2030, ça va vite. D'où la nécessité de la loi olympique, parce qu'il y a une nécessité pour faciliter la tâche de ce pays qui est un peu complexe. Mais quand on regarde à Paris la façon dont c'est passé, et grâce à la loi olympique, la réussite des Jeux olympiques, c'est 3 piliers. Un, c'est le DIJOP. Le DIJOP, c'est le délégué interministériel qui s'occupe des Jeux olympiques, qui fait le lien avec la totalité des ministères, et Dieu sait si c'est compliqué aujourd'hui, pour régler les problèmes administratifs. C'est Paris, c'est réglé, c'est en place, on a quelqu'un de tout à fait parfait. Nous sommes partagés, nous avons décidé avec Laurent de faire en sorte que le COJO soit comme à Paris, c'est-à-dire donné et piloté par un sportif, et nous avons choisi M. Gros-Piron, et nous avons validé le fait que le COJO serait à Lyon, et que la Solidéo serait à Marseille,
et que la Solidéo serait présidée à tour de rôle la première année par moi et après par M. maintenant Pankouk, puisqu'il est président de la région, de façon à ce que le COJO, basé à Lyon, est à cheval sur Lausanne par rapport au CIO, à Paris par rapport à l'État central, les massifs alpins parce que Lyon c'est pratique, et Marseille par rapport à la Solidéo ou nos massifs. C'est facile d'aller à Lyon, c'est plus difficile d'aller directement à Nice pour ceux qui sont un peu plus loin notamment, enfin bon bref, peu importe. Et donc c'est assez cohérent. Le fait que je préside la Solidéo, ça a un sens. Donc le COJO, c'est pour les sportifs, c'est eux qui le pilotent, c'est eux qui l'organisent, c'est eux qui mettent tout ça en place, de façon à ce qu'avec les territoires, avec les collectivités, avec le CIO, avec les fédérations, avec les athlètes, on ait la réussite telle que nous avons eue à Paris en 2024. La Solidéo, c'est moins connu. D'ailleurs, on l'a bien vu dans le petit reportage, Solidéo, solidarité, tout ça, ok. C'est bien si on parle de solidarité parce que c'est nécessaire. La réalité, c'est que c'est l'outil, et je tiens à remercier notre ami collaborateur qui vient d'arriver et qui a présenté de façon très claire et très précise et qui montre la performance de notre équipe, sous l'autorité de Damien Robert, de ce que l'on doit faire et livrer. Moi, en tant que président de région, j'ai une nécessité, et maintenant, ça c'était le rêve. Maintenant, on parle dans l'organisation, on parle des financements. Dans le cas des financements, nous sommes engagés à faire exactement l'inverse de Sochi et de Pékin. On s'est engagé à faire en sorte que ce soit les jeux les moins chers de l'histoire des Jeux Olympiques. Et nous avons présenté un budget avec Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national olympique et le Comité international olympique de 2 milliards. Et bien entendu, l'État français, piloté par des gens tout à fait remarquables à l'intérieur de la maison Bercy, qui savent parfaitement compter, eux qui sont toujours en déficit pendant que nous, on est toujours à l'équilibre, nous ont mis un budget à 2,5 milliards. Sans discuter avec nous, sans discuter avec le CIO, sans discuter avec personne, et ils nous ont plombé le dossier. Heureusement que le président de la République est là, et puis alors on a eu plusieurs premiers ministres, c'est vrai. Monsieur Attal, qui est plutôt un ami personnel, est arrivé, ben il est parti, est arrivé monsieur Barnier, qui lui soutenait les Jeux. Alors il a signé monsieur Barnier en disant, ben dites-moi, faites gaffe de ne pas déplacer les 2 milliards quand même, parce que je me suis engagé à vous soutenir, donc allez-y les gars. Donc on a fait retraité, et on est arrivé, aujourd'hui on est à 2,1 milliards, 2,150 milliards, et on va faire des arbitrages qui vont nous amener à 2 milliards, donc on ne sortira pas de cette épure. Parallèlement à ça, il y a les aménagements. Les aménagements, il y a un effet levier et la Solidéo qui est à peu près d'1 milliard. Alors bien sûr, c'est très inquiétant de savoir si on va avoir un certain nombre de réponses à nos questions, comment nous allons avoir la patinoire à Nice, qu'est-ce qui va se passer. Nous avons le fort des têtes, une grosse angoisse sur le fort des têtes, parce que la vision c'est une chose, mais enfin, quand on dépose l'appel d'offres, savoir si quelqu'un le relève, c'est pas mal, on a 2 groupes, tant mieux. Donc tout ça se met en place petit à petit, et vient conforter l'espèce de pulse que nous avons mis en place avec ma majorité régionale sur mon autorité, qui est de dire nous devons avoir des fonds européens pour nous aider et nous cofinancer. On a pris 1 milliard, 10 milliards d'euros. Nous avons la nécessité d'avoir et de traiter avec l'État français le plan État-région. État-région, c'est 1 euro de l'État, 1 euro de la région, hein, je me permets de dire. C'est pas l'État qui paye tout seul. C'est l'État qui paye, moi, nous. Donc c'est pas eux qui imposent, hein, c'est nous qui décidons ensemble. Je dis, monsieur le préfet, il le sait. Il me connaît, on a négocié ensemble plusieurs fois, donc ça me permet de faire un petit tir rappel pour tout le monde. Et donc là-dessus, on se retrouve dans une situation où quand on valide le plan État-région, je dis mais moi j'aimerais bien quand même que mon train il monte à Terriançon quand même. J'aimerais bien qu'on me règle le problème du train de nuit quand même. J'aimerais bien qu'on me règle quelques problèmes de la rocade de Gap quand même. Je ne sais pas, c'est quand même des départements qui ont été abandonnés. Non, mais vous rigolez, ils sont pas nombreux là-bas. Hein. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien eu. C'est que vous n'étiez pas nombreux. Donc quand vous n'êtes pas nombreux, ben, vous ne faites pas beaucoup de voix, donc on vous oublie. Voilà, terminé. Et dans la discussion du plan État-région que j'ai validé, qui est un très bon plan État-région, contrat de plan, nous sommes montés à plus de 5 milliards d'euros, on a multiplié par 2,5 quand même, dans les montants. Il y a toute une série de choses qui étaient demandées par l'État que je n'ai pas signées, que je n'ai pas voulu, comme le contournement de Fosse-Martigues. C'est sûr que le contournement de Fosse-Martigues, ça concerne pratiquement 1 million d'habitants. Hein. C'est sûr que dans le rapport... Et je n'ai pas voulu signer, mais il dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Je dis, comment je peux faire ça, moi? Donc, non seulement je ne signe pas, mais je vous impose, ce qui a été un peu difficile avec le préfet Mirman, je vous impose une clause de revoyure si nous avons les Jeux Olympiques. Nous allons avoir une clause de revoyure si nous avons les Jeux Olympiques. Comme de toute façon on était sûr qu'on ne les aurait pas, il a signé.
On a les jeux. Donc là, clause de revoyure. Et dans cette clause de revoyure, soutien du président de la République, moi je soutiens le gouvernement, je pense qu'il ne faut pas de chaos, donc je peux être d'accord ou pas d'accord pour les uns ou pour les autres, mais globalement quand même il faut qu'il n'y ait pas de chaos. Comme je soutiens le gouvernement, je demande des arbitrages au gouvernement. Mais comme on a les Jeux Olympiques qui sont validés pour 2030 et que l'État est ruiné, eh bien, ils sont obligés d'arbitrer en notre faveur parce qu'on a un calendrier serré. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, sur la révolution ferroviaire que nous sommes en train d'organiser sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a traité la totalité de la liaison Rhône. Tout ce qui descend jusqu'à la Méditerranée. Ça, c'est fait. Tout le volet entre Arles, Martigues, Port-de-Bouc, jusqu'à Marseille, Miramas, c'est fait, c'est le train de la Côte Bleue, c'est validé. On avait des problèmes multiples et variés avec la SNCF, et donc on a fait des appels à projets, manifestations d'intérêt, et nous avons 2 lignes qui ont été mis à appel à la concurrence, parce que comme ils n'arrivaient que 80% à l'heure, en payant 100%, on les a mis en concurrence, ils se sont engagés à faire 97 et 98%, et ça nous permet d'avoir la ligne sur le littoral, plus la ligne Provence-Côte d'Azur, qui est le premier arc européen, 20% payé par l'Europe, 40% payé par l'État, 40% payé par les collectivités, dont 20% par la région. Ce qui va nous permettre d'avoir un RER métropolitain sur la totalité de la ligne, entre Marseille, Toulon et Nice, qui sont les 3 grosses métropoles, et qui desservent notre bassin. Mais on a l'autre problème, c'est le vertical après. Alors bien sûr, tempête Alex, tout part, il n'y a plus rien. Et donc il faut refaire la totalité du passage, payé par la totalité de la région, un peu par l'État et beaucoup par l'Europe, sur Nice. Parallèlement à ça, il y a le train d'Épines, le fameux, qui passe de Nice à la plaine du Var et qui monte sur Digne. Celui-là, il s'est écroulé, désastre, très bien. Allez, on paye tout seul et on le remet en place, ce qui permet de libérer la totalité de la plaine du Var, de tous ces embouteillages, et de monter jusqu'à Digne. Arrive bien sûr la discussion sur Briançon. Mais Briançon, c'est pas que vous en réalité. Parce que le train Marseille-Briançon, c'est Marseille, Aix, Manosque, Sisteron, l'Étoile de Veynes, Gap, Chambray. Il y a du monde là, hein. Il y a beaucoup de monde. Et quand je discute avec M. Toiti, M. Farandou, M. Toiti, merci de votre écoute et du travail que nous avons fait ensemble, j'ai entendu les maires qui me disaient, notamment à Chorges, mais ton train il est pourri, ma gare elle est fermée, bon ok, d'accord, bon. Enfin, c'est pas ma faute si le train est abandonné, mais le train avant il mettait 3h40. Moi je ne demande pas à ce qu'on fasse des ouvrages d'art, je ne demande pas à ce qu'on me fasse des ponts, à ce qu'on me fasse des... Mais avant, on avait des chouchous là, ils mettaient 3h40, maintenant on est informatisé, on a l'intelligence artificielle, on a les trains modernes, on a tout, et on met 5 heures. Vous m'expliquez comment c'est possible? Sur la même ligne? Au même endroit, même ligne, même gare. Eh bien, c'est ce que tu disais, en fait, hein, monsieur le sénateur. C'est qu'on a été abandonné ici. Et donc, comme de toute façon, personne ne se battait pour le territoire, pour le faire avancer, ou vous vous battiez tout seul, mais vous n'étiez pas assez lourd, on s'est retrouvé dans une situation où on se dit, mais pourquoi avant, pourquoi on ne pouvait pas rouler plus vite? Ben, c'est simple, avant, il roulait à 110, et bien là, sauf qu'on n'a pas rechargé les ballasts, ou je ne sais pas quoi, et donc on passe à 40 ou à 50. Et c'est tout le long comme ça. Donc, on valide avec le SNCF, avec M. Toiti, avec M. Farandou, le fait qu'on ait une capacité d'action et on chiffre. Mais une fois qu'on chiffre, il faut le calendrier, il est faisable si on va vite, et il faut avoir les sous en face. Sur l'ensemble, quand même, dans la discussion que nous avons eue, côté État, parce que tout ça, c'est des sommes, hein. Donc, côté État, sur la ligne Nouvelle-Provence-Alpes d'Azur, c'est très important, parce que ça représente les 2 tiers de la population de la région. On ne peut pas faire d'autoroute, on ne peut pas faire de route, on a les massifs à l'intérieur qui sont magnifiques, on a une politique environnementale qui est claire, côté Méditerranée, on ne va pas faire un train au large, donc il n'y a pas d'autoroute possible, donc il faut aménager les trains, on a les sous de l'Europe. Bon. Et puis là, c'est là où ce dossier a quand même un intérêt, on a le sénateur Tabarot, qui était spécialiste des transports, qui était vice-président de la région des transports, et qui est ministre des Transports. Philippe, on regarde, celui qui s'occupe, qui est aujourd'hui chef des finances en ce qui concerne les transports, c'est le président de la région Grand Est, qui est un ami personnel, et dans l'arbitrage qui a été fait au niveau national, ce qui a été validé au niveau national, c'était 2 milliards pour l'enveloppe générale, puis finalement, comme il n'y a pas d'argent, c'était plus qu'1 milliard. Et comme nous devons livrer en 2030, on a pris 700 millions. Mes autres présidents de région n'étaient pas très contents.
Et mon ami Vauquier et Pankow me dit, ouais, mais moi, je dis, mais toi, tu as tout déjà. Nous, on n'a rien. Nous, on est en retard. Nous, on en a besoin. Et ça a été validé, c'est pris. Pour le Marseille-Briançon, on se retrouve dans la clause de revoyure dont je vous parlais. Nous avions mis 130 ou 140 millions d'euros avec la préfecture et l'État français. Et là, j'ai dit, mais attendez, là maintenant, on a le train et on s'est engagé dans la durabilité, dans l'héritage, pour faire en sorte qu'on puisse décarboner, puisqu'on a cette politique de décarbonation de nos transports, et donc, il me faut des moyens financiers supplémentaires, et on monte à 550 millions d'euros quand même, dont 130 ou 140 pour les problèmes routiers. Et sur les problèmes routiers, j'invite quand même nos chefs de service et nos ingénieurs à traiter les problèmes routiers un peu mieux que ce qui a été fait sur le rond-point de Tallard quand même. Hein. Voilà. Parce que... Parce qu'on m'a demandé d'inaugurer, en me disant c'est l'effet JO. Oui, c'est un peu l'effet JO, mais j'ose pas le porter, ça. Hein. Voilà. Soyons clairs, hein, quand même. Voilà. Bon. C'est facile quand même de ne pas faire un gros rond-point pour éviter le feu rouge. On peut faire des pistes cyclables, élargir les ponts. Enfin bon, bref. C'est fait, on le promettait depuis longtemps. Enfin, pas moi, mais bon, en tout cas, c'est fait. Mais donc, on va avoir la Roche de Rame. On va avoir sur le transport, sur le train, l'étoile de Veynes. On a la place sur le train de nuit, je sais que vous êtes très attachée, Madame la députée, et moi aussi, l'achat qui a été fait par le gouvernement français et par M. Tabarot des rames, parce qu'en fait la ligne fonctionne, mais c'est des rames qui étaient... Bon, il y en a pour 300 millions supplémentaires. Et la commande est faite, donc on les aura. Et là-dedans, il y a plusieurs travaux routiers, et je tiens à saluer le travail du président du département, mon ami Jean-Marie Bernard, qui tout le long m'a aidé, nous a aidé pour mettre en place les choses, de faire ce qui était faisable en termes de calendrier, pour la mise en place des dispositifs, partout où c'est faisable, et de ne pas se battre sur ce qui ne peut pas être livré en 2030. Voilà l'enjeu. D'où l'importance d'aller vite. D'où l'importance d'être tous prêts partout pour faire ça. Donc on va avoir la Manosque qui va être libérée, qui va accélérer pour arriver sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Pareil pour Sisteron, on en a besoin. Il n'y a pas que Briançon en réalité tout le long. Et quand on discute avec le maire de Gap qui siège à la majorité régionale, on va inaugurer en décembre la portion centrale de la rocade, et d'ici 2030, la deuxième portion. Il y en a quand même pour 40 ou 50 millions d'euros. Ce qui met que bout à bout, tout ça, ça va redonner une capacité d'action pour nos stations, pour nos vallées, pour nos activités économiques. C'est ça le grand projet, finalement, des Jeux Olympiques. Et il y a, et j'en discutais tout à l'heure, après son intervention à monsieur le maire Arnaud Murgia, la nécessité de dire que si on arrive à réussir sur le fort des têtes notre ambition là-dessus, qui est nécessaire, ça veut dire que si on réussit ça, on pourra le faire sur les autres forts de la région. Parce que ce problème-là, on l'a partout ici, en fait. Alors, bien sûr, dans l'école, c'est autre chose. Mais quand même, en ville, on en a partout, enfin, dans nos vallées. Et donc, c'est la nécessité de réussir cette opération pour se donner une destination dans l'avenir. Alors, transport, non, vision, collectif. On doit être ensemble. Dans cette vision collective, on doit être ensemble, et donc mécaniquement, on en parlait tout à l'heure avec le BTP, il faut que le BTP ici dans le 05 soit prêt. Quand on regarde les études qui ont été faites par Asterès, Asterès c'est un organisme indépendant qui regarde les financements des Jeux Olympiques. Grosso modo, ça doit créer 40 000 emplois. Grosso modo, ça va rapporter en investissement complémentaire 3,6 milliards. Et grosso modo, ça rapporte à l'État, dans les charges complémentaires, 1,2 milliard. Ce qui veut dire que tout le monde s'y retrouve dans les moyens financiers. Et si on fait moitié dans le nord, moitié dans le sud à la louche, ben, il y aura un bonus très net sur le 0,5 et un bonus très net sur les Alpes-Maritimes. Très net. Parce que c'est chez nous qu'on construit eux, ils ont à peu près tout. Donc, et puis c'est la décision qui a été prise dès le départ dans l'arbitrage politique et l'arbitrage financier, et nous discutons aujourd'hui avec les services de l'État, qui eux ont porté leurs garanties financières, et c'est une discussion que nous avons avec nos amis de l'Assemblée, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale du Parlement, parce que nous, on n'engagera pas plus de 50 millions d'euros dans l'organisation de ce dispositif, parce qu'on sera en dessous de 2 milliards. Alors ça met la pression au COJO, pour rester dans des jeux à taille humaine, la neige et les chalets, et ça met la pression à l'État pour faire en sorte que ça ne dépasse pas, parce que ceux qui sont garants. Voilà.
Donc ça veut dire que sur le plan financier, pour chacun et chacune d'entre vous, à la fin du mois, enfin à la fin de l'année plus exactement, ou prélèvement mensuel pour ceux qui l'ont, ils se retrouvent dans une situation où il n'y aura pas d'impact. Par contre, dans votre vie quotidienne, ça va en avoir. Hein. Par contre, dans la vision que nous avons de l'aménagement de nos vallées, ça va en avoir. Par contre, dans la respiration de notre territoire, et je le disais à M. Murgia, qui est aussi président des écrins, il faut que l'on traite l'évolution de nos montagnes pour faire en sorte que nos montagnes elles évoluent, mais qu'elles soient respectées. C'est la neige et les chalets, mais c'est aussi les chamois et... Hein, voilà. On ne fait pas n'importe quoi. Et là, tout le long, on va travailler avec le COJO, avec le DIJOP qui tourne, avec, bien sûr, la Solidéo, avec les élus locaux, pour au cas par cas, coudre, trouver des solutions. On en parlait hier avec mon ami maire de Savine-le-Lac, qui faisait en sorte, qui me disait, mais moi, ma gare, comment elle va fonctionner, à quel moment il faut l'ouvrir? Je dis, on va travailler dessus pour voir comment tu peux faire dans ta gare, pour faire en sorte, notamment l'été, peut-être plus que l'hiver, enfin, on va voir quels sont les moyens là-dessus, et on va se mettre autour de la table pour voir comment nos amis maires, le long du trajet, puissent en profiter au service de la population, tout le long. Sur la roche de Rame, qui est une grosse difficulté, ben, alors vous avez, j'y mets moi, regardez, alors il y a le lac, il y a le truc, là-bas on peut passer là-bas, il y a le... Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, moi, le maire il dit, maintenant il y a les grenouilles, on ne peut pas les toucher les grenouilles. Ah bon, je ne savais même pas qu'il y avait les grenouilles qui étaient... Bon, ben, donc ben, on va voir avec le maire comment on peut faire, si on doit passer à travers, et bien sûr la roche qui est au milieu, on ne va pas, un village qui s'appelle la roche de Rame, ou on ne va pas enlever la roche, hein, on va pas enlever le caillou, voilà. Que du bon sens, que de la livraison en temps et en heure, que de l'addition de compétences. Et dans ces additions de compétences, la région est à côté du proviseur qui est ici présent pour fabriquer des BTS pour le BTP, pour arriver à faire en sorte que nous ayons les populations pour livrer et travailler ce que nous devons faire. Voilà l'enjeu que nous avons pour la région. Voilà l'enjeu que vous avez pour le département du 05. Voilà la nécessité que nous avons de dire que nous avons une ambition pour les Alpes 2050, pour nos montagnes en 2050, en se disant oui, il y a du réchauffement climatique. Oui, il y a des endroits, il faudra démonter les télésièges, les téléskis. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces stations? Oui, il y a des stations qui sont toutes différentes les unes des autres. Vous êtes toutes différentes les unes des autres. Ce qui est magnifique quand on discute avec vous, c'est que de toute façon, vous êtes tous plus beaux, plus voisins. Eh bien, tant mieux. Parce que vous aimez votre territoire, et je fais pareil, mes présidents de région, je dis, moi, j'ai la plus belle région d'Europe. Voilà, comme ça. Et Vauquier me dit, non, moi, c'est plus beau chez moi. Je dis, pourquoi t'es à la mer? Voilà. Bon, donc on aime nos territoires, on défend nos territoires, vous défendez vos territoires, vous défendez vos emplois, vous inscrivez dans les règles de l'État pour le RSE, pour les complications. J'ai entendu les représentants qui sont ici, avec qui je travaille, avec qui nous travaillons, avec qui nous finançons les différentes actions. Les finançons dont on s'engage pour faire en sorte qu'elles arrivent en temps et en heure. Et dès qu'il y a un problème, une difficulté, la deadline c'est 2030. Tous ceux qui posent des problèmes par rapport à 2030, il faut qu'on contourne ces problèmes, il faut qu'on sorte les obstacles. Il faut qu'on apporte des propositions. C'est la raison pour laquelle, au sein de la région, on a créé le Parlement des Jeux. Le Parlement des Jeux étant pas un Parlement comme nous l'entendons, c'est-à-dire on a des élus qui sont élus et qui représentent. Non, le Parlement des Jeux, c'est une forme d'agora où tous ceux qui veulent apporter leur contribution, tous ceux qui veulent nous dire, mais attendez, vous avez oublié ça, oublié ça. Ok, d'accord, on a peut-être oublié, mais qu'est-ce que tu proposes? Proposez-nous, demandez-nous, faites en sorte de vous accaparer ce projet, que ce projet devienne le vôtre. Que ce projet devienne un projet collectif et d'une vision seule, dans un coin, un moment, à la région, à Marseille. On entraîne la totalité des Alpes françaises autour des anneaux olympiques. Que la totalité de nos stations puissent en profiter, pas simplement Serre-Chevalier, Montgenèvre ou Nice, mais que ça soit le Sauze, que ça soit la totalité de nos vallées, que ça soit Vars, Oron, Cheval-les-Mers, Orsières, qui profitent eux-mêmes de cette démarche-là, parce que les anneaux olympiques seront pour nos vallées. Et ça sera la région qui aura la capacité de les donner aux différentes stations, pour que chacun puisse, lors de ces, je ne sais pas moi, pour Noël, pour le jour de l'an, quand il y aura les 200 au flambeau, qu'on puisse se servir des Jeux Olympiques. Parce que pour la première fois, nous, les Alpes du Sud, quand les Alpes du Nord nous expliquent qu'on est des bons à rien, on est juste capable de vous filer des skieurs qui vont gagner les compétitions, eh bien nous, on va les organiser, on va leur montrer qu'on est meilleurs qu'eux, au moins aussi bons qu'eux. Parce qu'eux, ils ont l'habitude des championnats du monde et des descentes. Parce qu'avec eux, et le maire de Val-d'Isère, j'ai eu une altercation assez intéressante à Serre-Chevalier, au village olympique, devant Gros-Piron, qui m'a expliqué, non mais moi je suis Val-d'Isère. Et j'ai dit, ben c'est Val-d'Isère. Bravo. Ben je m'en fous. C'est complet, quoi.
C'est une très grande station, c'est merveilleux, fantastique, c'est un modèle pour moi. C'est un peu cher quand même, hein, mais bon. Mais quand même, bravo. Sauf que les Jeux, c'est moi. C'est ma région. C'est les Alpes du Sud. C'est nous qui les avons levés. C'est nous qui les avons entraînés. C'est nous qui avons entraîné le président de la République. C'est nous qui avons entraîné le CNO. C'est nous qui avons entraîné les athlètes. C'est nous qui avons pris le CIO. Alors, on ne va pas nous les prendre. Mais par contre, il faut qu'on soit tous à la hauteur. Hein. Tous, chacun. Et les uns et les autres. Il faut que l'État, il y a des régions, qu'on facilite les tâches, que la région soit à disposition, que les départements donnent un coup de main complémentaire, que les maires facilitent les choses, que tous ensemble on porte cette volonté collective, parce que c'est une chance unique qui ne repassera pas. Vive les Alpes françaises, merci à vous.